Je crée actuellement un nouveau groupe sur Facebook qui s'appelle Shakespeare et la France, je crois. J'ai plusieurs raisons de proposer ce nouveau chantier de travail. D'abord parce que Nostradamus est en réalité, derrière ce terme Shakespeare et la France, il y a le problème de Nostradamus qui est majeur. Mais il y a aussi la question de la langue elle-même, la langue française, dont on sait à quel point elle est présente dans l'œuvre de Shakespeare, par la quantité de mots d'origine française. Donc en réalité, le cœur de ce groupe, c'est Nostradamus et Shakespeare. Deux personnages extrêmement mystérieux, comme on sait. Mon ami Serge Hutin rappelait dans un de ses ouvrages qu'on ne connaissait pas l'identité réelle de Shakespeare, quel était l'auteur des ouvrages qui sont parus sous son nom. Il pensait notamment à Francis Bacon. Et dans le cas de Nostradamus, ceux qui connaissent mes travaux savent à quel point j'ai des doutes, non pas sur l'existence de Nostradamus, bien entendu, comme on n'a pas de doutes sur l'existence de Shakespeare, mais sur ce qu'on lui attribue, et notamment sur ces fameux quatrains, ces fameuses centuries. Et de manière générale, tout ce qu'il a fait de l'ordre de la versification. Nostradamus était un astrologue, c'était pas un versificateur, ni même un poète. Je ne vois pas un poète en vers. Et la thèse que je vais défendre, c'est que chez Shakespeare, et j'ai écouté ce matin une émission sur France Culture, Looking for Shakespeare, et Shakespeare, enfin, ce qu'on appelle Shakespeare, Shakespeare a une façon très particulière de travailler la langue anglaise, de la triturer, de la déformer. C'est ce qu'on met, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est dit par des gens comme Yves Bonnefoy, comme d'autres, etc. Et c'est vrai dans les Joyeuses Commères de Windsor, c'est vrai dans Falstaff et ailleurs. Et bien entendu, chez Nostradamus, c'est le cas aussi. Or, Nostradamus était connu en Angleterre, de son vivant déjà, par ses almanachs, sinon par ses centuries. Et ces centuries, on pouvait les lire en français, et je pense que Shakespeare pouvait lire le français. Et l'idée et la thèse que je défendrai assez audacieusement à ce stade de mes recherches, c'est celle d'une influence de Nostradamus sur Shakespeare. Une influence des centuries sur certaines œuvres de Shakespeare. Shakespeare appartenait à une génération plus tardive que Nostradamus, mais il n'y a pas un énorme décalage dans le temps. Il y a quelques décennies de différence, et de toute façon, il y a beaucoup moins de décennies de différence quand on regarde non pas l'époque où a vécu Nostradamus, mais l'époque où sont parues ces centuries. La première traduction en anglais ne date que de 1672, elle est dite à Théophile des Balancières, donc elle est effectivement postérieure à Shakespeare, mais en revanche, on ne peut pas nier que Nostradamus ait eu un impact important, y compris à travers ces quatrains, dont on sait très bien, dont j'ai les documents d'ailleurs, qu'ils ont été traduits en partie les quatrains des almanachs, non pas les centuries, ils ont été traduits en partie en anglais, et il est possible que il y ait un rapport entre ces deux corpus, le corpus Nostradamus et le corpus Shakespeare. En tout cas, c'est ce que nous allons explorer au cours des prochains mois, des prochaines années. Sans oublier donc, comme je disais, la question de la langue. Car il est évident que il y a une fluidité, il y a une porosité entre le français et l'anglais à cette époque-là, 16e, 17e siècle, qui ne saurait être négligé, comprenez bien.
On peut même dire que d'une certaine façon, euh, cette façon de triturer les mots, l'ordre des mots, etc., pouvait avoir un effet comique pour le lecteur. Cela vaut pour Nostradamus aussi. Il est possible que un des intérêts de la lecture des Centuries et des Quatrains, c'était le côté comique, cette façon de jouer avec les mots, de jouer avec l'ordre des mots, de les déformer. Et il semble que cela ait joué aussi son rôle dans certaines pièces de Shakespeare. Donc le côté Nostradamus, le côté bouffon des Centuries, nous avait peut-être échappé. Il faudrait se mettre dans le... On ne sait pas finalement pourquoi ces Centuries ont eu tant de succès que cela. Est-ce que c'était véritablement parce qu'elles annonçaient un quelconque futur, ou est-ce parce qu'elles jouaient avec les mots et parce que c'était en soi amusant de faire cela? Donc on est dans le domaine de la poésie comique, de la poésie burlesque, peut-être. C'est une hypothèse. En tout cas, je vais mettre dans ce groupe des textes et également des vidéos comme celle-là. Et on va donc créer un lien entre deux des sommes les plus célèbres que l'on ait jamais connues, n'est-ce pas, pour le XVIe et XVIIe siècle, à savoir les Centuries de Nostradamus et les pièces de Shakespeare, et montrer ce qui les lie, ce qui les rapproche, d'autant plus que, malgré tout, les Centuries de Nostradamus nous parlent aussi de l'histoire du monde, des rois. Et il est intéressant de noter que Nostradamus, les Centuries plus généralement, mettent en évidence la monarchie française, tout comme les pièces de Shakespeare mettent en évidence la monarchie britannique. Il y a des parallèles assez féconds, assez excitants à envisager. Donc, la méthodologie que j'ai développée depuis une quinzaine d'années, concernant, je dirais même depuis près d'une vingtaine d'années, concernant les Centuries de Nostradamus, je me propose de l'appliquer au domaine de Shakespeare. Et bon, j'ai trouvé heureux d'initier ce thème de recherche alors qu'il est encore très embryonnaire. Voilà. Bientôt.